Bonjour à tous, bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau Ravi Talk. Au menu du jour, l'ultra distance cyclisme, les nouveaux aventuriers. Alors aujourd'hui, voilà, on va parler de vélo, on va parler d'ultra distance cyclisme. Voilà, une nouvelle tendance, en tout cas une épreuve qui existe peut-être, des épreuves qui existent peut-être déjà depuis longtemps, mais on sent qu'il y a un réel engouement. Alors on va vous parler donc de ce sujet à travers différents prismes. Déjà, on va vous parler d'une épreuve incroyable, le Biking Man. Ce sera notre première partie, ce sera avec Alexandre Carillon. Axel Carillon, j'avais dit que je ne me tromperais pas et je me suis trompé. Axel, excuse-moi. C'est la magie du live. Merci de te joindre à nous. Merci pour l'invitation. Tu vas nous raconter tout ça et je pense que tu vas en faire rêver quelques-uns. Nous aurons également une deuxième partie dans l'émission qui sera en lien avec la nutrition, puisque qui dit longue distance dit nutrition, c'est hyper important. Pour ce faire, on a donc Michael Dielman, si je ne me trompe pas cette fois. Là, c'est bon. Ouais, super. Donc qui est nutritionniste sportif. Tu travailles avec des athlètes pros, mais ça, on va le voir. Et donc, on va aborder un petit peu toute cette partie stratégique avec toi. Ouais. Enfin, dernière partie de l'émission, on va vous faire vivre une expérience vue de l'intérieur, puisque nous avons donc Hugues Fèvre-Darcier. Hugues qui est vainqueur de la RAF l'année dernière, Race Across France. Ouais, le 1100. Le 1100, ce n'est qu'un 1100, mais ça reste de l'ultra-distance. Donc Hugues qui va nous partager un petit peu son expérience et son vécu et certainement ses anecdotes. Donc avoue que ça fait rêver. Alors voilà, l'ultra, avant de commencer, donc c'est parti, voilà, l'ultra distance, que ce soit en cyclisme, que ce soit à pied, en trail ou quoi que ce soit, on sent que voilà, c'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle mode. C'est qu'un effet de mode ou est-ce que c'est durable dans le temps selon vous? Voilà, c'est quoi ce phénomène qui arrive? C'est l'étape d'après, je pense. C'est l'étape d'après de cet enchaînement là qui s'est déroulé entre le marathon dans les années 90, le triathlon dans les années 2000, l'Iron en 2010. Et je pense que là, 2020, sur les 10-15 prochaines années, ça va être l'ultra-distance. Je pense qu'il va vraiment être au cœur de l'extrême, en tout cas. Axel, toi, tu vois ça vraiment comme une suite logique, finalement, de l'évolution des sports, un petit peu? Oui, puis il y a un croisement de plein de choses, techniques, technologiques, et puis un besoin d'aventure, d'arriver à s'exposer face aux éléments, pas seulement dans un cadre d'une course à pied, d'un triathlon, mais vraiment d'avoir une grande liberté de mouvement que propose le vélo, quoi. Ouais, en accord, messieurs? Ouais, tout à fait. Moi je fais le constat que depuis 10 ans, globalement, il y a quand même de plus en plus d'attrait pour cette discipline qui est l'ultra-distance et qui vient à la base un peu des États-Unis et puis d'autres pays. Et en France, au niveau médiatique, au niveau de la présence des coureurs, il y a de plus en plus de monde et ça se développe vraiment grandement aujourd'hui, quoi. Quelque chose que tu ressens également, Michael, au niveau de ta patientèle, d'être de plus en plus ce type de profil Les ultras, de plus en plus de préparation. J'ai l'impression que c'est accessible, pas dans le sens péjoratif, mais on peut faire de l'ultra, on peut le terminer. Il y a des belles préparations, il y a de l'investissement, mais c'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent peut-être demain les faire. Donc quelque chose d'ouvert à tous. Oui, tu n'as pas forcément que des top athlètes, entre guillemets, qui viennent te voir avec ce type d'objectif en tête, alors? Non. D'accord. Le top, même, j'ai envie de dire, savent déjà se gérer. D'accord. Donc vous voyez, voilà, c'est déjà un premier bon aperçu. Visiblement, c'est parti pour quelques années. C'est peut-être votre cas bientôt, là. Donc peut-être que vous êtes déjà en train d'en préparer une. Ou peut-être vous posez des questions pour en faire une dans les années à venir. En tout cas, on va essayer de vous apporter les réponses aujourd'hui. On va commencer déjà avec la première partie, le Biking Man, l'épreuve ultime. Alors pour cette première partie, on va parler un petit peu plus particulièrement avec Axel. Cette fois, je ne me trompe pas, excuse-moi pour tout à l'heure. Donc Axel, on va parler d'une épreuve, on va parler de ton épreuve, le Biking Man. On a parlé d'épreuve ultime. Est-ce que ça mérite son nom? Tu peux nous présenter l'épreuve rapidement? Le concept du Biking Man, c'est très simple. C'est donc une course d'ultra-distance, même un championnat du monde maintenant, dont le but est de parcourir un format de 1000 km en moins de 120 heures. Et c'est ouvert à toutes et tous sur la ligne de départ. À toutes et tous et un petit peu partout. Et d'ailleurs,
avant de commencer à en parler plus précisément, on va regarder une petite vidéo vidéo du Biking Man France. C'est maintenant. Biking Man France, c'est une super aventure à vélo. Je dirais qu'elle est aussi difficile pour les jambes que plaisante pour les yeux. On balaye tout un panel extraordinaire de paysages. On passe de la Provence avec les champs de lavande, le vignoble et ses petites collines, à les Hautes-Alpes avec des cols mythiques, tout en traversant des zones géologiquement incroyables comme les gorges du Verdon. Les petits villages qui sont perchés dans les hauteurs classées avec les châteaux qui nous regardent de haut. Quand j'ai dit ça, c'est facile de comprendre que Biking Man France, en termes c'est une vraie claque visuelle. So you have the mountains, you start at the coast, at the sea level, and then you go up to almost 3,000 meters with some really famous climbs. Yeah, it's stunning, stunning. La récompense pour l'ensemble des participants, je pense que ça va être de pouvoir découvrir l'un des plus beaux endroits de la France en matière de cyclisme, de par sa variété, de par sa topographie, de par ces paysages qui sont absolument délirants. C'est-à-dire que du départ jusqu'à l'arrivée, je ne peux pas tout dire, il y a plein de surprises. Il n'y a pas un moment qui va décevoir et ça va crescendo comme l'école. C'est-à-dire que vraiment on part d'en bas pour arriver au pinacle qui va être le col de la Bonnette avec plein de surprises. C'est vraiment un parcours qui est extrêmement varié et qui promet d'être délirant à plein d'égards. La spécialité du Biking Man France, c'est de manger des cols et manger du dénivelé pour aller chercher ces images inoubliables qu'on peut trouver au sommet ou dans les profondeurs des gorges. Le jeu de l'entraînement et des efforts parcourus valent clairement les images qu'on va pouvoir y découvrir. Voilà, vous avez vu déjà donc, une belle vidéo donc, sur le Biking Man France. Je pense que ça vous a fait envie. Alors pour en parler, voilà, Axel Carion, donc, tu es donc, le créateur du Biking Man. Axel, je te présente rapidement. Tu te définis toi-même comme un explorateur métabolique, c'est ça? Ouais. Ça en dit beaucoup, hein, clairement. Tu as plusieurs tours du monde en kilomètres à ton actif, un nombre inconsidérable de nuits passées à la Belle Étoile à côté du vélo. Hein, et des centaines de cols gravis, je pense qu'on peut le dire sans problème. Ah oui, ouais. Donc, clairement, on l'a compris, tu es un aventurier. Du coup, Biking Man, c'est venu comment en fait? C'est quoi cette idée? Quand est-ce que ça a commencé? Alors quand est-ce que ça a commencé? Moi, il faut que je remonte en fait à mon premier contact avec la bicyclette. Hein. Ça remonte à pas très longtemps. J'ai bientôt 36 ans. J'ai commencé le vélo à 26, donc en 2011. Ouais. Et j'ai commencé de manière un peu particulière. C'est deux amis qui m'ont proposé de grimper sur une randonneuse, donc un vélo de 45 kg. J'avais jamais touché de bicyclette avant. Et ils m'ont proposé d'aller traverser l'Europe de l'Est, de la Slovaquie à la Moldavie. D'accord. Un trajet de 1200 km qu'il fallait faire en totale autonomie dans les Balkans. Pour un début, c'est pas mal, c'est copieux. Voilà, j'ai commencé par vraiment un bon repas très copieux. Et cette pratique-là, en fait, du voyage, de l'exploration dans des endroits un peu engagés et inconnus, ça m'a fasciné et c'est un rituel qui est revenu chaque année jusqu'au moment où j'ai basculé. C'est le 2015. 2015, et tu as basculé avec tout de suite l'envie de créer quelque chose? Non, en fait, quand j'y ai basculé, quand tu voyages comme ça et que tu fais du vélo de très longues heures, à un moment donné, si tu aimes l'aventure et la rencontre, il y a toujours ce déclic de dire qu'est-ce qui se passe si vraiment je pars au-delà de 5 jours, 10 jours, 15 jours, vraiment partir sur une grande traversée. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai eu la chance de traverser la Cordillère. Qu'est-ce qui se passe sur le parcours, puis qu'est-ce qui se passe en soi, d'où ce côté explorateur métabolique Ouais, ce côté métabolisme en fait. L'origine du mot c'est métabolé en grec ancien, qui veut dire transformation, changement. Et je pense vraiment que le vélo, quand tu voyages, quelle que soit la méthode, rapide ou lente,
ça te transforme en tant qu'humain. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et pour le vérifier, je suis parti en 2015 traverser toute la cordillère des Andes D'accord. en randonneuse Ouais. en 8 mois. Ok. Et quand je suis rentré de ça, mon vélo à l'époque était pyrogravé Biking Man. J'avais D'accord. réservé le nom de domaine, c'était le nom que je voulais donner à cette expédition. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait pour plein de raisons. Et en rentrant, c'est là où je me suis attelé à commencer à travailler sur cette création d'entreprise. La pour partager métamorphose ça, a eu quoi. lieu pendant le voyage et tu en es revenu Ouais. changer avec donc cette idée en tête. Et donc cette idée, alors le Biking Man, tu l'as raconté, tu nous l'expliquais très brièvement, c'est 1000 km, c'est ça, à travers Alors, des parcours. ouais, le format, il a mis un petit peu de temps à, je dirais, arriver à maturité. Parce que Ouais. moi, j'ai commencé donc, la première course en 2017. Mhm. Mais C'était depuis, quoi le premier Biking Man? C'était 3500 km, 70 000 mètres de dénivelé positif, Ouais. avec des cols à 4900 mètres d'altitude et rallier la capitale de l'Équateur à la capitale historique de l'Empire Inca, Cusco. D'accord. Donc un Quito-Cusco délirant avec une vingtaine de cols à plus de 4000, Ok. bon, de la piste et puis la cordillère des Andes, quoi. Ça a été vraiment le point emblématique de mon voyage de 2015 que j'ai voulu partager. Ouais. Ça a été la pastille D'accord. de l'endroit le plus exotique et le plus dépaysant que j'ai voulu partager. Il y a eu 17 personnes qui sont venues Tu as quand même sur trouvé cette 17 fous pour faire donc, cette traversée. Et tu en as perdu combien en cours? Parce que tu t'autorises forcément un petit pourcentage de décès, j'imagine, parmi tes concurrents. Ça doit vous donner envie, hein, j'imagine. Non, Tout le monde est arrivé? On rentre en vie et transformé dans le bon sens du terme. Non, il n'y en a eu que 6 qui sont arrivés, dont une femme, Yoshi, D'accord. une japonaise. Impressionnant. Après 26 jours de traversée. 26 jours de traversée. Ouais, voilà. pour la dernière, elle a mis 26 jours et le premier a mis 18. 18. Vous voulez vous payer un beau voyage et vous ne savez pas pour combien de temps vous voulez partir. Bah, le Biking Man peut être la solution. Alors, voilà, ça c'est le premier Biking Man. Ensuite, du coup, tu as créé entre guillemets un label avec plusieurs courses. Aujourd'hui, le Biking Man, c'est combien de courses? En Alors, temps c'est- normal, hors Covid, bien entendu. Actuellement, c'est 7. 7 courses, d'accord. Sur 2021. Ok. Il y a 7 fois, c'est 7 étapes en fait, de 1000 km, dont une étape reine qui est la plus verticale qui s'appelle le X. D'accord. X parce qu'elle est inconnue, c'est-à-dire que les participants ne connaissent pas la trace. C'est-à-dire avant de s'engager. qu'ils s'inscrivent à la course Oui. sans savoir Où ils vont. du tout où ils vont. Non. Mais ils Aucun sont quand même. indice sur l'itinéraire, ils savent le point de départ. Ils et savent le point de d'arrivée. départ déjà, C'est d'accord. ça. Par contre, ils ne savent pas l'école, ils ne savent pas les conditions climatiques, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont pouvoir se ravitailler. Et ça, le X, tout le monde peut le faire? Alors seulement les participants qui ont terminé déjà un Biking Man. C'est-à-dire que c'est réservé à nos finishers. Alors, À des gens qui ont déjà eu l'expérience. Je de- résume, le Biking Man, de on la est déjà sur une épreuve ultime. Ouais. Et là, on a l'épreuve ultime de l'épreuve ultime, quoi. C'est vraiment la cerise sur le gâteau pour ceux qui en ont déjà bouclé. Alors, C'est un cadeau. c'est un cadeau. C'est un cadeau pour. Parce qu'en fait, vraiment, il y a une notion de famille qui s'est créée autour Drôle de cadeau. de cette course. C'est-à-dire qu'on a des gens qui reviennent. Il y a Ouais. moi, j'ai organisé 16 courses depuis Mhm. 2017. J'ai des gens qui ont fait plus de 8 courses Ah oui, en l'espace de 4 ans. Donc, c'est vraiment une super fidélité. Et surtout, il y a des gens qui aiment se revoir sur les épreuves. Des hommes, des femmes qui aiment se retrouver, qui aiment refaire la compétition ensemble. Et le X, c'est un peu leur cadeau. C'est-à-dire que c'est pour moi l'épreuve, je vais le dire, c'est le 1000 le plus difficile de la planète, à mon sens. d'accord. En termes de topo, en termes de configuration, d'enchaînement de cols, vraiment les ingrédients. Et le prochain, il a lieu bientôt, là, C'est le X débarque dans une semaine. dans une semaine. Donc un peu un peu moins d'une pour semaine. tous ceux qui vont le faire et qui nous écoutent, Bah, voilà, là, ils pourront le suivre sur ils doivent commencer. bikingman.com, mais ça va être une la- sacrée aventure. La parce que, déliquescence a commencé, hein, vous êtes à quelques jours d'une épreuve ultime. Voilà, là, ouais, ça te donne vraiment envie. Puis c'est vrai que j'aime bien ce côté un petit peu communautaire finalement de ton épreuve. C'est la philosophie justement du Biking Man d'offrir ce partage collectif, entre guillemets, ce dépassement en soi personnel, mais aussi à travers un partage collectif. C'est la philosophie, c'est quoi la philosophie Mais pour moi, la magie de ce que j'ai créé avec le Biking Man, et on est trois, hein, il y a David et Didier également, mes associés, qui sont derrière la création de ce label, c'est que c'est la magie de l'événementiel, à mon sens. C'est quand tu crées un événement, c'est pour créer un contexte qui va faire que les gens vont se dépasser et tenter quelque chose. C'est quelque chose que, par définition, tu ne ferais pas tout seul. Il y a peu de gens qui se courent un marathon tout seul, ou qui se font un Ironman dehors vrai. tout seul, ou qui se font 1000 bornes tout seul. Souvent une petite aventure collective, en effet. Voilà, il y a une notion de collective. Au et moins puis, au point de départ. Au moins on part ensemble. Ouais, et puis je reviens sur l'étymologie du terme faire la compétition. Concourir, c'est courir ensemble, c'est pas courir contre. Et que ça, en fait, on a rallié quelque part les communautés sportives qui viennent de partout, parce qu'en fait, on a des participants qui viennent de plein de sports différents, sur un seul format où ils aiment se retrouver pour faire la compétition. Donc il y a un esprit assez pur, en fait, de la compète, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, j'ai pas honte de dire que c'est une compétition, c'est une course. Tu es là pour faire la course contre toi-même, mais également contre des profils que tu connais et avec qui tu as vraiment hâte
de te mesurer. Donc, tu vois, il y a vraiment on vient un peu réenchanter les gens sur la notion de compétition de vélo qui a de temps en On n'est temps pas été dans un peu terni dans plein d'autres On sujets. n'est pas tu dans vois. la crainte de l'autre, de Non, l'adversaire, pas on du n'est tout. pas dans cette envie de peut-être d'écraser l'adversaire ou quoi que ce soit. T'es Voilà, dans il y la a vraiment- complémentarité. Ok. De très bien. à la fois de la survie, parce que c'est des épreuves quand même des fois qui demandent des capacités de survie. Mhm. Et après, moi, j'ai tout un cadre, et je pense que c'est une des particularités du Biking Man, c'est que j'ai les Race Angels, les anges de la course, Ouais. qui sont tous nos volontaires, qui sont D'accord. disséminés sur le parcours et qui sont là pour partager vraiment à la fois l'aventure et être au contact des participants pour les soutenir dans leur challenge. Alors, en fait, hein, les ils sont participants, justement, parlons-en. C'est quoi le profil? Est-ce qu'il y a un profil type des participants ou est-ce que il y a plein de profils différents? Messieurs, n'hésitez pas, parce que vous, Ouais, bien sûr. par vos expériences, par les gens que vous suivez, je pense que vous avez aussi des choses à nous amener. Mais voilà, c'est quoi les profils? C'est L'âge, 20 à 78 ans. Ok, donc pour 78 ans? 78, ouais. Ah ouais, chapeau, ok. Et hommes-femmes. Mhm. Plombier, docteur, professeur, Y a pas- jeune actif. Il n'y a pas un type de architecte, participant. C'est pas. Et c'est ça qui fait la richesse, en fait. sportif, C'est ça qui fait la richesse. C'est que sur la ligne de départ, généralement, les gens se connaissent soit un petit peu, soit pas du tout. Et tu ne sais pas les ressources dont dispose la personne qui est à côté de toi, femme ou homme. Tu ne sais pas son histoire avec le sport. Ça Mhm. peut être soit le vélo, mais ça peut être le seul Irlandais qui a gravi le K2, la montagne la plus meurtrière de la planète. D'accord. Il a cette ressource-là avec lui pour la course. Ok. Il Et n'est peut-être pas bon cycliste, mais il a cette ressource. et il a fait le Biking Man. alors. Et il a fait le Biking Man. Lequel? Il en a fait Plusieurs plus de 5. Ouais, 5. Et ça, c'est des Notamment choses de que la vous haute, il y a 2 ans. observez, la multiplicité des profils dans la longue distance, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Oui, moi, en prise en charge diététique, j'ai plutôt, pas cet Irlandais, mais plutôt monsieur, madame, tout le monde qui doivent allier justement leur job, Mhm. leurs entraînements. C'est là où il y a vraiment quelque chose à faire sur le timing, sur l'apprentissage des bonnes manières pour éviter les contre-performances, pour arriver à créer des fondations, à faire des choses intéressantes. Dans les conseils que tu donnes, est-ce que c'est les plus sportifs, les plus assidus ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Je ne pourrais pas faire une généralité. On voit de tout. On voit de tout. Chaque personne a son histoire, a sa motivation, mais on voit que le temps, c'est quelque chose qu'on peut se prendre finalement quand on a un objectif en tête. Un vrai gros objectif. Ouais. Et là, on parle d'énormes objectifs. Pour organiser un Biking Man, ça se passe comment? Très brièvement, c'est des parcours que tu connais déjà, tu vas les reconnaître, il y a une équipe de bénévoles, il y a une équipe logistique. C'est quoi le Biking Man, vu de Alors, l'intérieur? Au départ, c'est beaucoup de galères, c'est Ouais. beaucoup de travail sur le terrain. C'est-à-dire Mhm. qu'on va sur place, on travaille à la fois sur les cartes, mais également visuellement pour aller se rendre compte des conditions. Oui. Voilà, un jour, j'ai un journaliste qui m'avait décrit comme un cuistot de l'extrême, et je pense que c'est une très très belle définition. Je suis très fier, parce que je vais aller, moi, capter des ingrédients sur place. D'accord. Je vais faire le parallèle avec d'autres organisations, parce qu'il y a plein d'organisations actuellement sur l'ultra-distance. Il y en a plein qui travaillent juste avec des logiciels, et ils ne vont pas sur le terrain, ils ne regardent pas. Ils font des points A, point B, terminé. Et en Nous, fonction on va de tu vraiment essayer de glaner ressens, ça sur le terrain. commence à tracer après alors? Oui. D'accord. Et le C'est jour surtout, J? l'idée, c'est d'arriver à. C'est assez complexe à expliquer de manière très courte, mais c'est des ingrédients que Hugues va adorer sur le vélo ressentir, qui ne vont pas être juste une notion de kilométrage ou une notion de col connu. Ça peut être des conditions climatiques particulières, ça peut être une hygrométrie particulière, ça peut être une difficulté de ravitaillement sur un tronçon qui va faire que ce col-là particulier va être difficile, ça peut être un revêtement. Au-delà qui de va la pas recherche rendre d'un au niveau parcours, des roues. finalement, tu es à la recherche d'une expérience à donner, en fait. Oui. Ou à Pour- faire ressentir. Pour que la personne, en fait, vivre. elle puisse se dire, voilà, j'ai fait par exemple le Biking Man, on a vu le Biking Man France, qui est focalisé sur la région sud. Sur la région sud, ok, maintenant je visualise la région sud, je m'en souviendrai. C'est-à-dire que les 1000 km que j'ai fait à vélo, ça Qu'est-ce- restera une expérience à Qu'est-ce vie. qu'on y vit? Qu'est-ce qu'on Gravé, quoi. sent dans le sud? Qu'est-ce qu'on voit Exactement, dans le il y a sud? les Quelles sont odeurs, les il y a- atmosphères? Il y a un mélange de plein D'accord. d'ingrédients qui font que c'est pas juste du vélo, c'est de l'aventure, c'est de l'exploration. Tu apprends quelque chose sur le terrain. C'est Ouais. pas, parce qu'on a tendance souvent à imaginer l'ultra-distance, il y a la notion d'ultra. Ça peut faire peur aux gens qui nous regardent. C'est entre guillemets, des idiots du vélo qui sont en train de pédaler comme des fous. Mais pas du que. tout. C'est- C'est d'accord. des éponges. Ce type est une éponge. Quand il est sur le vélo, il doit absorber énormément de choses quand il pédale. Tu confirmes? Ouais, et puis ce qui est
beau, c'est qu'en fait, chacun dans l'ultra vient chercher des choses différentes sur une ligne de départ où il y a 100 participants. Et ben, chaque personne va chercher des choses différentes. Il y en a qui vont faire ça pour répondre à des questions, il y en a qui font ça parce qu'ils sont en transition au niveau du travail, il y en a qui sont là parce qu'ils veulent juste découvrir des paysages magnifiques, et d'autres qui sont là pour faire la course. Et ça qui est beau, c'est qu'il y a une diversité vraiment des envies dans l'ultra qui est top, quoi. Ça donne envie, en tout cas, vous écoutez. Ça fait un peu peur, il faut être honnête, mais ça donne envie. Enfin, Axel, bah voilà, des Biking Man, tu en as vécu beaucoup, hein, tu viens de nous le dire, tu en as créé, tu en as organisé beaucoup. Il y a des trucs, des anecdotes, des aventures personnelles qui ressortent clairement du lot, comme ça, dans tout ce que tu as vu. Voilà, il s'est passé des trucs incroyables sur les Biking Man, j'imagine que oui, pas qu'un peu. Ben, chaque course en fait, mais si je dois citer une anecdote que j'ai déjà racontée plusieurs fois, c'est la japonaise, Yoshi Yabu. La première course, en fait, l'événement zéro que j'ai organisé, je comptais organiser quelque part la course la plus difficile de la planète, c'était ça l'objectif. Et en même temps de dire, si j'arrive à organiser ça et qu'il y a une personne qui vient, tout le reste sera forcément plus facile. C'est un peu une démarche que j'ai dans la vie, c'est que je vais essayer d'aller chercher quelque chose de très très dur, très difficile, presque d'impossible, en me disant si je fais ça, après tout le reste ça sera de la rigolade, quoi. Et cette femme qui est venue, qui a été la seule à finir l'événement zéro, quand elle est arrivée sur la finish line, là où je pensais qu'elle allait me parler d'école et de l'expérience qu'elle a eue, elle m'a sorti une urne qui contenait les cendres de son père et qui m'a dit voilà, ça c'est ma ressource, c'est comme ça que je suis arrivé au bout de ta course. D'accord. Et d'un état d'esprit que j'avais au moment de créer la première épreuve, où voilà, il y a une notion de compétition, d'ultracyclisme, et ainsi de suite, tout ça, ça se brise à la rencontre en fait, de la motivation de la personne. Et en fait, cette personne-là, c'est une personne parmi les 1000, on a déjà plus de 1000 participants qui sont venus. Mais les 1000 participants ont ce type d'histoire. Chacun vient avec son histoire, chacun son vient objectif avec et sa bonne raison, quoi. Et en fait, c'est des histoires humaines. Et c'est touchant. C'est-à-dire qu'au-delà de la compète, ce qui est super intéressant, c'est d'être au contact de ces gens-là. C'est une fontaine de jouvence, en fait. Hein. Tu te recharges auprès de ces gens-là. Les volontaires se rechargent auprès de ces gens, parce que c'est même entre des histoires inspirantes. Et même entre eux, j'imagine, voilà, en course, il y a ce partage d'expérience, de motivation, de raison qui enrichit au-delà du parcours, du ressenti, des sensations que toi, tu cherches à leur faire vivre par le parcours. Ça doit vraiment donner... Moi, je viens juste mettre les ingrédients et en fait après c'est à eux un vrai cuisinier. De concocter le plat final en fait. Hein. Alors vous l'avez vu, voilà, il y a 1000 raisons de faire, 1000 et plus, raisons de faire un Biking Man, de faire une épreuve ultra distance. Par contre, il y a une notion qui est primordiale dans l'ultra-distance et c'est notre deuxième partie, c'est la nutrition, la clé de la réussite. Alors, on va vous parler de la clé de la réussite d'une épreuve longue distance. Je pense que personne ne me dira le contraire. Quand on fait de la distance, on mange beaucoup. Mais il y a aussi toute une stratégie en amont dans l'approche. Et pour cela, donc, on va voir avec toi, Michael Dielman. Donc, nutritionniste sportif, tu travailles avec des sportifs de tout horizon, tu me l'as dit en off, et tu t'occupes particulièrement de l'équipe professionnelle de rugby de Bourg-en-Bresse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Bon, j'imagine, voilà, le rugby, l'ultra-distance, on est quand même sur des univers qui n'ont pas grand-chose à voir, mais je pense que tu as beaucoup, je sais même que tu as beaucoup de conseils à donner donc, aux personnes qui nous regardent et qui se disent, ok, voilà, je suis inscrit au Biking Man, ça y est, maintenant, comment je fais pour me préparer ? Déjà, tu t'occupes de qui ? Quels sont tes clients habituels ? Et parle-nous un petit peu plus particulièrement de ces clients ultra-distance. Ouais. Alors déjà, pour l'historique, le rugby, c'est par rapport, moi, à mon ancienne pratique. D'accord. J'ai joué pendant 15 ans et c'est un club où j'ai joué. D'accord. Donc je m'en suis occupé en tant que pro. Par contre, dans mon cabinet, c'est vraiment plutôt du monsieur, madame, tout le monde qui viennent, sportifs de haut niveau, très haut niveau, ou des personnes qui font des épreuves hors du commun. D'accord. En ce moment, depuis que les salles de muscu ont réouvert, on a beaucoup de volonté de se remettre en action. Voilà, musculation, je veux perdre du gras, etc. Ouais. Mais malheureusement, à cause du Covid, on a eu un petit peu moins de préparation de courses. Sinon, des marathons, Ironman. À la fin de l'année, la Saint-Élion, j'avais fait moi une petite partie. Je suis très loin du niveau des garçons, mais on essaie de courir un petit peu. Sur ces préparations, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment sur une approche du quotidien. On crée des fondations alimentaires, on appelle ça souvent l'entraînement invisible. Oui. Comment je mange, comment je bois.
Parce que Et boire- il faut tout reprendre à zéro avec la plupart des gens ou pas? Non. Non, je pense pas. L'alimentation, on va pas révolutionner l'alimentation des sportifs. On va essayer de déceler des éventuelles erreurs et chercher des solutions. Et vraiment conforter certaines bases. Je parle de l'hydratation avant l'alimentation. Oui. D'accord. On peut manger tout ce qu'on veut. Si on est déshydraté, ça marche pas. Ça marche plus en effet, ouais. Les fondations au niveau du sucre, des glucides. Donc pour pareil. bien préparer déjà une épreuve, c'est quoi? C'est déjà passer par cette case analyse. Voilà, analyse des habitudes alimentaires, ce que l'on fait de bien, ce que l'on fait de mal. Voilà. C'est comme ça que tu travailles donc avec ces Oui. sportifs du dimanche ou de très haut niveau alors? Ouais. D'accord. Le quotidien, le timing par rapport aux entraînements, on le disait, je suis sportif, je m'entraîne quand je veux, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on gère. Je travaille et je m'entraîne, comment j'inclus ça dans ma journée. J'ai des enfants, je dors pas. En fait, c'est de la gestion du quotidien et de viser la performance en mangeant bien. Et quelle est selon toi, voilà, pour la réussite, alors la réussite c'est pas forcément la victoire, hein, on l'a dit, mais voilà, pour la réussite c'est-à-dire aller au bout voilà, de l'ultra-distance, d'une épreuve d'ultra-distance, voilà, quelle est selon toi l'importance de la nutrition? C'est primordial, c'est secondaire, ça peut être vraiment une clé de la réussite voilà, à part entière? Je pense que les personnes qui font de l'ultra sont déjà des personnes qui ont un mental particulier, des volontés particulières et des physiques particuliers. L'alimentation, je pense, peut être vraiment un problème dans certains cas. On a plutôt intérêt à quand même faire ce qu'il faut, Ouais. mettre toutes les chances de son côté. Alors, quelles sont d'ailleurs au niveau nutrition les spécificités de ces épreuves ultra-distance? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment mettre en avant? Voilà, quelles sont sur les filières? On l'a à l'écran justement, sur les filières énergétiques, donc pendant l'effort qui sont utilisées. C'est quoi les spécificités de l'ultra-distance? Alors, on voit ça très bien sur la courbe de Wald. On est plutôt en endurance sur la fin de la courbe, D'accord. où en fait, l'énergie disponible qu'on va avoir, c'est le sucre. Mais le D'accord. sucre, grosso modo, on a 2000 calories de disponibles. Oui. Sur des épreuves Bikingman ou ultra-endurance, on est sur des milliers de calories brûlées. 2000 calories, c'est ce que un actif utilise par jour finalement en calories, c'est ça, hein, sans Alors, parler de sport nécessairement. C'est ça à peu près? C'est du cas par cas, mais là, c'est plutôt les réserves de glycogène. C'est les réserves de sucre qu'on a dans les muscles et dans le D'accord. foie. D'accord. 2000 calories vont être consommées très très rapidement. Oui. Et notre objectif au niveau de l'alimentation, en fait, c'est d'éviter l'épuisement de ces réserves. Maintenir le réservoir avec toujours une C'est petite ça. goutte d'essence à l'intérieur. Voilà, complètement. D'accord. Donc, et c'est encore plus vrai alors sur l'ultra-distance. C'est primordial. Parce que tu dis ce stock, il part assez vite, c'est-à-dire, voilà, pour quelqu'un qui fait du vélo à allure continue, dans l'idée de rouler plusieurs jours, C'est 10 000 calories nous, par jour Ouais. sur un Bikingman. Hein. 10 000 calories. C'est ça. D'accord. Et là, on en a que 2000 en réserve, En sucre. en sucre. D'accord. En graisse, on en a énormément, Oui. sauf qu'on n'a pas vraiment intérêt à être très gras. D'accord. Et on le voit sur la courbe de Wald, c'est qu'en fait, on a une puissance qui est divisée par 2 et par 3. Donc ça veut dire que théoriquement, si on va lentement, on peut aller loin. Oui. Mais quand on a un objectif de puissance et performance particulier, il faut qu'on essaye de maintenir les batteries en charge. Alors, comment on fait? Voilà, sur quel conseil tu peux donner? Alors déjà, pour arriver avec le stock maximum à l'épreuve, c'est plusieurs semaines avant, plusieurs mois, on change son alimentation ou c'est les jours qui précèdent? Non, l'alimentation, moi je propose toujours de mettre en place un plan alimentaire avec l'entraînement en général. Hein, D'accord. puisque les entraînements sont plus conséquents. Mhm. On a un statut en protéines qui va quand même être augmenté parce qu'on a une fonte musculaire qu'on ne voit pas trop, qu'on imagine moins qu'en sport de force, mais on a une fonte musculaire. D'accord. Et après, des réserves de glucides de qualité. Des graisses aussi qu'on n'oublie pas, ça peut faire partie des erreurs nutritionnelles. Oui. Travailler vraiment sur la qualité, on parlait en off des index glycémiques de l'alimentation. Et plus on va se rapprocher, plus on va tendre vers une certaine qualité, plus on va se rapprocher de la compétition. Éviter les gènes du transit. Et arriver vraiment le jour de la compète. En fait, il faut que les tests alimentaires soient réalisés, qu'il n'y ait pas de problème d'inconfort, quoi que ce soit. L'épreuve, les garçons nous le diront mieux, mais l'épreuve ils doivent se concentrer sur leurs épreuves.
Donc, pas de test de dernière minute. On ne change pas de régime alimentaire pour le coup une semaine avant l'épreuve alors. Non, jamais. Il faut surtout pas, à mon avis. Ouais. Ça peut être très très fatal, je pense, de faire des petits tests. Toi, tu as sur les tes courses. habitudes alimentaires quand tu es à l'approche comme ça d'un ultra? Après, globalement, je pense que comme tout ultra, la préparation, l'ultra est fait presque avant le début de la course, en fait. Que ce soit de la préparation au niveau matériel, et puis c'est au niveau de la nutrition. Si toute l'année on a une nutrition saine et pas trop transformée, ça peut que bien se passer après sur la course, quoi. D'accord. Et justement, pendant la course alors, on l'a vu, il faut maintenir un niveau d'énergie et de glycogène qui soit constant. Comment on mange? On mange de tout, on mange tout et n'importe quoi, on peut se le permettre parce qu'on est en cours de route et de toute façon on élimine tout, ou il y a quand même des aliments à privilégier et certains vraiment par contre à proscrire pendant l'effort? Alors, nous, on a notre théorie et après, il y a la pratique. Alors, je veux bien la théorie et puis on va voir justement après avec Hugues et Axel sur la pratique. La théorie, déjà, l'hydratation. En fait, encore une fois, hydratation. Hugues fonctionne qu'à l'eau. Des fois, on conseille des boissons de l'effort isotoniques, donc c'est du cas par cas. On va éviter quand même la saturation au niveau du sucre. Oui. Et après, l'alimentation, on aura toujours cette base un peu glucides, un peu sucre, mais on va éviter de saturer, donc il faut apporter du salé. Et puis après, c'est vraiment des tests du cas par cas. Qu'est-ce qui se transporte, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui fait pas mal au ventre. Oui, d'où l'intérêt de tester en amont alors. Et après, c'est les sportifs, en fait, même des fois, on va leur dire ne fais jamais ça, ils vont le faire, et puis tant pis. Ouais. C'est... Vous avez un petit tableau justement, donc là actuellement à l'écran, voilà, sur ce qui est conseillé et déconseillé. Merci Mickaël de nous l'avoir fourni, ça va aider certains d'entre vous qui n'ont pas encore toutes les notions. Toi, en expérience de course, toi aussi Axel, vous mangez tout et n'importe quoi ou non? Il y a quand même le basique, on va dire, le b.a.-ba à respecter, puis le reste, et puis un petit optionnel. Moi, je pense qu'il y a 3 points là-dessus. Il y a l'équilibre sucré-salé, donc surtout pas saturé en sucre. Ouais. Donc il y a ça. Au niveau quoi? Écœurement, goût? Au niveau surtout écœurement, Ouais. Tout à fait. Ensuite, il y a au niveau du plaisir, parce que c'est hyper important de se faire plaisir quand on est sur des épreuves de longue distance, parce qu'on est tellement dans le dur que parfois c'est le prochain objectif, on se raccroche qu'à ça, quoi, la tarte au flan qu'on aura dans la boulangerie. Ça peut devenir l'objectif du col, par exemple, ouais. Et le dernier point, c'est les indices glycémiques, à faire très très attention. C'est-à-dire, c'est les montées d'insuline, en fait, c'est où il y en a beaucoup dans les sirops de glucose et tout ça. Donc c'est les montées de l'insuline, des pics. On a un pic énergétique qui est très puissant, mais on a une rechute derrière qui peut vous coûter un moment difficile alors. C'est là où il y a des pièges aussi au niveau des compléments alimentaires, notamment des gels. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais on a souvent ce problème du gel qui rassure. Il y a une surconsommation de ce concentré de sucre d'un coup, et puis après, paf, l'hypo derrière. Donc c'est quoi alors? À partir du moment où on attaque un gel, il en faut un toutes les demi-heures pour rester au niveau constant, c'est ça? Non, sur 5 jours, ça fait un peu mal, je pense. Ça fait une sacrée logistique. Toi, Axel, tu as vu des trucs un peu particuliers en termes de nutrition pendant l'effort sur un biking man? J'ai vu. Je sais pas, quelqu'un qui se fait un couscous en milieu d'étape. J'ai vu. Soit à 100% gel, barre, mais ça c'est vraiment réservé à des personnes qui s'entraînent pour ça et vraiment qui préparent leur organisme. Il faut être capable de supporter. Un peu comme dans le triathlon. Dans le triathlon, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent que sur du gel et de la barre, mais ça demande un entraînement spécifique. Moi, personnellement, je ne le recommande pas parce que j'aime la gastronomie et pour moi, c'est une des joies de l'ultra, c'est qu'à un moment donné, tu consommes beaucoup d'énergie. Tu peux aussi te faire plaisir en termes d'aliments. Et je rejoins ce que dit Hugues. Le plaisir, à mon sens, c'est vraiment l'essentiel. C'est qu'à un moment donné, moi, le conseil que je donne sur le Biking Man et qui est dans tous les manuels de course, c'est d'avoir l'en-cas de survie. C'est comme ça que je l'appelle. C'est ce petit plaisir que tout un chacun a. Ça va être un aliment, ça peut être alors des choses qui ne sont pas top, mais un petit sachet d'Haribo, ça peut être une banane, ça peut être un aliment particulier qui pour toi a une saveur particulière. Le petit moment de confort de la course. Que tu gardes au fond de ta sacoche et que tu n'utilises que si vraiment tu es en situation de détresse. T'as ça toi dans ta sacoche? Non, mais je vais peut-être y réfléchir. Ça permet vraiment de se dire, tiens, j'ai toujours ça permet de se rassurer et je crois vraiment à... Bon, il y a tout le côté technique de ce qu'a décrit Mickaël et ainsi de suite, mais à un moment donné, il y a aussi quelque chose qui se passe mentalement quand tu prends un aliment que tu aimes et que tu le manges.
Il y a quelque chose qui se déclenche avant même que tu mettes l'aliment dans ta bouche. Qui rebooste, Ouais, qui redonne qui est l'énergie ce pour petit repartir boost pour là qui 24 peut te heures. manquer à un moment donné quand tu es dans un col, dans le dur, sous la flotte et tout, Mais- et qui va te permettre d'atteindre la boulangerie ou le spot. Vraiment, tu pourras vraiment te ravitailler de manière C'est sérieuse. vachement complexe, c'est quand même un coup, cet aliment plaisir, à le prendre dès la première heure de course, non? Bah après, il y a l'expérience aussi qui va jouer, je pense. C'est-à-dire que tu le mets loin dans la sacoche pour pas aller chercher, mais tu es très heureux de l'avoir quand vraiment tu es dans le dur. Et puis c'est peut-être le jeu aussi de ne pas y toucher, de se dire, Ouais. je fais toute la course sans toucher à ça, ça veut dire que j'ai Moi, bien c'est ce que je réussi, recommande de faire. Au moins, tu es Ouais. tranquille et si tu y arrives, c'est que quelque part, tu as réussi à t'alimenter et t'hydrater correctement et tu n'as pas touché à ta botte secrète. Ta petite botte secrète que tu gardes. Faut pas l'emmener au bout. Faites-vous une pause 1 heure avant d'arriver, au bout de plusieurs jours. Mangez-la quand même. Une dernière question, Michael. Est-ce qu'il y a des impacts au niveau hygiène alimentaire, alimentation voilà, est-ce qu'une épreuve comme ça peut avoir un impact au moyen et long terme sur sa façon de se nourrir, je sais pas, des aliments qu'on ne supporte plus, l'organisme qui s'est instauré un tel mode de fonctionnement qu'il n'arrive plus à en changer Oui, alors sur le vélo, peut-être un petit peu moins que sur la course à pied, parce que la sphère digestive est un petit peu moins impactée, mais clairement l'énergie ne va pas ou quasi plus dans la sphère digestive. Et l'inverse c'est vrai, c'est que si on mange mal et trop, elle n'ira plus dans l'influx sanguin n'ira plus dans les muscles. D'accord. Donc on peut avoir des grosses difficultés de digestion, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et que ça c'est très personnel. On a quand même des 10 000 calories par jour, on a des muscles qui Ingurgité, sont, c'est peut-être pas facile pour l'organisme en effet. c'est, Il est C'est pas même habitué. pas techniquement possible en fait. Tu es forcément en carence. c'est de la carence obligatoire, donc D'accord. il y a le avant, il y a le après sur l'alimentation, récupération, régénération. Et ça, c'est quoi? C'est plusieurs jours, plusieurs semaines à faire attention? Oui, c'est les stocks de sucre, le fameux glycogène, Ouais. c'est 48 heures pour être D'accord. repris, et puis après, Et justement, toutes les carences qu'on s'est créées, ça c'est quoi? C'est plusieurs jours aussi? théoriquement, vitamines, minéraux, c'est plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Donc c'est manger équilibré, théoriquement, Ouais. des fruits, des légumes, ce qu'on aime, surtout D'accord. après la fin d'une bonne course. Et puis peut-être pas enchaîner trop d'ultra, trop proches les uns des autres. Théoriquement. C'est accumuler Ouais. des carences sur des carences, quoi, finalement. Théoriquement. Théoriquement. Parce Oui. que Bah, c'est ce qui va faire aussi, je pense, l'essor de cette discipline. C'est qu'actuellement, on est vraiment sur le début. oui. Il commence à y avoir des gens comme eux qui sont super puissants, mais je pense vraiment que quand il va y avoir des jeunes qui vont quelque part se dédier à cette pratique-là, à la fois sur l'aspect nutrition, préparation physique, et qui vont se dédier en objectif de pouvoir justement potentiellement gagner le Biking Man, ça va aussi amener à un changement de niveau et de paradigme, à mon sens. D'approche, parce que du coup, c'est ultra technique en fait. nutritionnelle. Bien sûr. Dans l'ultracyclisme, il y a ultra, c'est ultra technique. Là, Le tu en sujet parlais, il y a alimentaire, du il est matos, fondamental. là il y a de la C'est nutrition, ça. il y a l'aspect psychologique et entraînement, parce que voilà, même la nutrition, il y a un entraînement à la nutrition. Ouais. Donc, et là, cet engouement chez les jeunes, là, tu commences à le sentir. Hugues, forcément, toi, tu en es le Il bon est là. exemple. C'est vrai que, mais ouais, commence à y avoir un petit peu plus de jeunes sur les Biking Man. Le niveau monte tous les ans, à chaque épreuve, le niveau monte en fait. D'accord. Et ça arrive bien sûr par la jeunesse. Ça, c'est clair. Très bien. Eh bien, écoutez, que vous soyez jeune ou moins jeune d'ailleurs, si l'aventure vous tente, eh bien, on va voir justement avec Hugues qui va vraiment vous partager son expérience vue de l'intérieur d'une épreuve ultra distance. Voilà, ça va peut-être vous donner l'envie de le réaliser pour aller au bout de vous-même ou pourquoi pas aller décrocher la victoire. C'est notre troisième partie. Alors Hugues, merci de nous avoir rejoints et puis Plaisir. merci de faire partager justement ton vécu. Yes. Voilà, ça va être inspirant pour beaucoup. Ça peut être faire peur à certaines personnes également. Donc Hugues, toi tu es cycliste clairement depuis toujours si j'ose dire. Tu es un vrai passionné. Ouais, globalement depuis tout petit, un peu comme tout le monde, je me suis mis au vélo comme tous les enfants en fait, pour aller à l'école ou pour faire ça. Et puis par plusieurs disciplines, avec du cyclocross, avec de la route. Ce que j'allais dire, tu es avec- multidiscipline finalement. Ouais, tu es cyclocross, Ouais, des courses très courte distance c'est pour ça, le coup. c'est ça, ouais. Et puis
Et donc là, tu es parti sur l'ultra alors. Ouais, en fait, j'aime le vélo vraiment dans toutes ses formes, que ce soit la précision d'un contre-la-montre ou l'ambiance d'un cyclocross. Et puis maintenant, depuis globalement 2 ans avec l'ultra-distance. Donc ouais, c'est génial. Pourquoi l'ultra? Qu'est-ce qui t'a fait justement quitter les courses de cyclocross et plus courte distance sur route pour aller vers l'ultra? Il y a plusieurs choses, mais il y a eu vraiment déjà un aspect de fond où j'étais plus à l'aise sur des épreuves de plus longues. J'aimais bien toujours aller voir un peu plus loin. Et puis la deuxième chose, ça a été un Lyon-Strasbourg à 17 ans. Ouais. Je devais rejoindre mes grands-parents qui étaient en vacances, mes parents, toute ma famille qui était en vacances en Alsace. Donc en mode voyage? Et non, pas trop du coup, parce qu'en fait les trains c'était hyper compliqué d'y aller. Et donc je me suis dit je vais y aller en vélo. Ils n'étaient pas trop au courant, ma famille. D'accord. Et donc j'étais parti à 1h30 du matin de Lyon. Et je suis arrivé le lendemain à 20h30. D'accord. Et tu as trouvé ça, au lieu de dire c'est la dernière fois, tu as trouvé ça génial? Ouais, sur le coup, un peu fatigué, parce que ça faisait 450 km. Ouais. Et puis en fait, après, c'est un peu une révélation, quoi, de me dire, ouais, c'est ça que je veux faire, en fait. D'accord. Je suis tombé, c'est bon, je suis tombé dedans. Et... Donc là, pour le coup, à l'arrache, sans préparation. Ouais, et tu es ça. parti donc sur l'ultra. Aujourd'hui, tu te prépares comment pour un ultra? Là, tu vas faire bientôt donc, la Race Across France, donc, qui est une épreuve que tu as gagnée l'année dernière sur le 1100 km. C'est ça, tout à fait. Et là, cette année, tu fais quel Et là, parcours? je fais l'épreuve Rennes, donc, qui est le 2500 km. C'est dans quelques jours? C'est dans à peu près 11 jours. Là, D'accord. donc, Et tu te prépares comment alors? Alors, en fait, je pense que... Quels conseils tu peux donner? Il y a plusieurs choses, parce qu'il y a plusieurs schémas, mais globalement, on pense souvent qu'il faut faire du volume et des grandes sorties. C'est comme ça que depuis 10 ans, globalement, l'ultra marche. Nous, maintenant, moi, je pense que si on est capable de rouler 6 heures, on est capable de rouler 20 heures, globalement. Qu'est-ce qui fait la différence alors entre 6h et 20h? Le rythme, globalement le rythme, et puis l'alimentation, mais... On en revient toujours à la même chose. C'est ça. Et donc, je pense qu'il y a ça. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup. On fait une prépa de coursier, en fait, Ouais. globalement, avec du travail de seuil, avec du travail de PMA, de Ah, force, quand même. de vélocité. Même pour l'ultra-distance, Ah oui. on va travailler le rythme un petit peu alors. Oui, D'accord. donc, toute une prépa de coursier. Avec Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, travail de seuil, travail PMA, c'est des efforts sur 5 minutes pour la PMA et 20 minutes et plus pour le seuil. En fait, c'est trouver son seuil critique, entre guillemets, qu'on peut tenir quand même pas mal de temps. Parce qu'en fait, globalement, si sur 20 minutes, au lieu de faire 7 données, je fais celle-ci, automatiquement sur 20 heures, au lieu de faire 180 watts, je pourrais faire 190 en fait. Voilà, d'accord. Et donc, ça te permet de jauger tes efforts en fait par la suite. Et donc de ne pas devenir trop diesel et pouvoir répondre le mieux possible. Alors je ne m'attendais pas à ça pour le coup. C'est des préparations que vous voyez aussi, des coursiers en fait qui utilisent ce même type d'entraînement, ou toi tu en as qui arrivent vraiment avec je fais un 1000 bornes tous les week-ends et... Il y a les deux. Il y a à la fois du gros coursier, en l'occurrence, c'est en plus des gens qui ont des très forts potentiels vu aussi le volume qu'ils ont à l'année. Mais après, il y a d'autres personnes qui ont d'autres ressources, qui ne sont pas forcément dans l'univers du vélo et qui ne font pas toute cette technicité dans le vélo, mais peut-être dans une autre pratique. Ça peut être la course à pied, ça peut être le triathlon au sens général, et qui vont utiliser les ressources qu'ils ont de structuration d'entraînement et puis de gestion. Et qui vont pouvoir l'utiliser avec succès sur le Bikingman. Donc c'est assez ouvert en fait. Ça dépend de. Il n'y a pas encore d'école. Moi j'ai vu les deux quoi. J'ai vu le capteur de puissance. Mon seuil c'est ça. Faut pas que je dépasse ça. Ma zone aérobie c'est celle-là pour consommer tant. Donc j'ai vu l'autre sans rien. Donc, vous voyez, sans aucune assistance et sans aucune technologie réussir très très bien l'épreuve quoi. Plusieurs façons de s'entraîner. Voilà. En tout cas, toi tu as une approche qui est un petit peu plus spécifique entre guillemets entraînement. Bon, qui t'a permis de faire un sacré résultat. Raconte-nous un petit peu justement cette RAF, ce 1100 km. C'était ton premier ultra en course? Non. J'avais l'année d'avant en fait, j'avais fait du coup aussi le 1100. Oui. J'avais abandonné au bout de 800 km dans le Cormet de Roseland. D'accord. Frigorifié. Parce que j'étais au bout. J'étais à peu près au bout. Après avec le recul, on se pose toujours des questions. Est-ce que j'aurais fini? Bon. En tout cas, ça s'est fait. Et le but, c'était de se remettre un objectif à court et long terme. Donc, je m'étais inscrit, je crois, dans la foulée à une petite épreuve de 300 km.
du coup par rapport au 1000, une plus petite épreuve. Oui. Donc, où j'ai fait une place de 2 en Bourgogne. Et après, Cette RAF où tu cette finis raf premier alors. où on a fait une belle bataille entre les premiers. Et donc je suis arrivé main dans la main avec D'accord. un concurrent qui était plus âgé. Et donc c'était une expérience magnifique. Ouais, c'était, Tu as eu des moments difficiles un petit peu sur. Ouais. Voilà, en 1100 km, qu'est-ce qui se passe des moments d'euphorie, des moments où tu t'es dit non, ça va faire comme l'année dernière au Cormet de Roseland. En fait, c'est la vie, quoi. C'est vraiment la vie. Parce que sur 2 jours de course, on voit tout. Déjà, ce qui est énorme, c'est qu'on voit toute une journée, en fait. On voit 24 heures. Donc, que ce soit le lever du soleil, que ce soit les moments chauds, les moments où il y a le coucher, on voit toute la journée. Ces sensations dont Donc, tu parlais tout à l'heure. donc c'est incroyable. Il y a eu des moments, il y a eu des hauts. Dans le Ventoux, j'étais un peu en euphorie, avec une musique que j'aimais et j'étais comme un dingue. Et c'était un moment incroyable et que je me souviendrai pendant longtemps. Puis il y a des moments où c'était beaucoup plus dur. Moi, je me souviens de cette photo justement où j'étais. Alors là, on te voit justement. Alors là, c'était dur là. Ouais, c'était un peu dur, ouais. T'es où là T'es dans une banque Là, je suis dans le sas de banque de Saint-Michel-de-Maurienne, là, exactement. D'accord. Donc, Besoin de te mettre au chaud. ouais, en fait, moi, ce que je trouve le plus dur dans l'ultra, c'est la fatigue. Là, sur les 2 jours et demi, j'avais fait 2h30 de sommeil. D'accord. Et donc, pour moi, le plus dur, c'est vraiment les paupières qui sont lourdes. Et, Le manque de lucidité, peut-être aussi Ouais, un c'est petit ça, peu qui c'est va ça. avec. C'est un conseil que tu peux donner aux gens. N'hésitez pas à vous faire une petite pause pour dormir. Ouais, la pause sommeil marche très bien. Ouais. Que ce soit du. Combien de temps on dort Combien de temps vous conseillez de dormir sur C'est pour ça, je pense qu'il faut revenir à un peu d'histoire. C'est-à-dire qu'avant l'ultra distance vélo, il y a une discipline qui s'est beaucoup développée là-dessus avec les meilleurs athlètes de la planète, qui sont les courses d'aventure, multi-éléments dans les années 90, avec le raid gauloise notamment. Et il y a des règles de sommeil, c'est sur des épreuves de 110 heures, ils ont 3 heures minimum par jour, imposées D'accord. par l'orga, imposé pour des athlètes qui sont parmi les meilleurs mondiaux, quoi. De Parce peur que le physique lâche derrière Tout simplement pour qu'ils puissent être conscients et être à 100% de leur capacité, en sachant qu'ils sont poussés dans du multi-élément. C'est-à-dire qu'il y a du vélo, il y a de l'escalade, il y a du kayak, il y a parfois de la voile. Enfin bref, c'est parmi les meilleurs sportifs de la planète et c'est le cadre qui est imposé dans les courses d'aventure. Après, il y a le Vendée Globe aussi. Oui, c'est vrai que. Regardez un peu ce que font les navigateurs. C'est des pionniers, vraiment, en la matière. C'est aussi des pionniers et il n'y en a pas qui ne dorment pas, quoi. Ouais. Ils dorment tous. Ouais. Et parfois en phase de micro-sommeil, parfois, ça, faut se connaître, faut se tester, ça dépend des gens. Ça C'est dépend aussi, il faut se tester. des Donc, cycles. n'envisagez pas peut-être de partir faire un ultra en se disant je ne dormirai pas, Non, j'irai au pas bout. dormir, il n'y a que quand on est jeune et qu'on va en boîte de nuit qu'on essaie la nuit blanche, c'est sympa. Oui, mais on fait pas 1000 bornes de vélo Non, pour y aller, c'est pas quoi. une bonne idée. Faut se reposer. Faut se reposer. Et pour en revenir sur toi, Hugues, c'est quoi ta plus grosse galère sur cette RAF? Alors, pour montrer qu'il y a des écueils qu'on peut surmonter aussi, qu'il y en aura de toute façon. Je crois que au bout de 20 bornes, j'ai mon support sur le prolongateur avec j'ai une espèce de petite tige où il y a ma lampe qui se décroche au bout de 15 bornes. Et ça, mentalement, c'est vraiment pas drôle parce que tu pars pour 1000 bornes. Dès le début, tu as une galère. Ouais. Tu te poses 1000 questions, quoi. Tu te dis, je pensais que j'avais bien accroché ça. En fait, ça pète. Donc peut-être que dans 30 bornes, ma cassette, elle se dévisse et c'est foutu, quoi. Ça tient à rien. Et du coup, il y a toujours des moments où... Il faut se préparer, de toute façon, j'imagine. De toute façon, des galères, on en aura. Il faut être déjà dans cette psychologie de se dire, bon, je vais avoir des écueils, je vais avoir des galères, je vais avoir des fringales. Il faut se mettre en galère. Il faut se mettre en galère. Et il faut pouvoir gérer en fait l'imprévisible. Et pour pouvoir gérer l'imprévisible, le seul moyen, c'est un peu comme la nutrition. Alors je parle sous ton contrôle. Mais voilà, l'entraînement aussi à gérer la fringale, savoir ce que c'est comme sensation, la connaître. Pas pour lui faire face, mais pour vraiment la connaître. Tiens, Tu pourrais le conseiller, ça, de tester une fringale pour savoir comment la gérer? Je le testerai pas, je le ferai pas tester, mais il existe des entraînements, on appelle ça le train gut, faire au niveau de l'hydratation, par exemple avec des gros volumes hydriques pour justement entraîner la capacité estomacale à emmagasiner un peu plus. D'accord. Et ça, c'est peut-être pas à faire 2 semaines avant l'épreuve. Alors voilà, comme tout le reste, jamais pour rigoler, c'est vraiment
Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, quoi. Et puis longtemps en avance. Et être suivi peut-être pour faire ce genre de choses? Non, pas un professionnel, on se sent peut-être pas pour la bonne récupération derrière, non? Ou... C'est bien, et je pense aussi que les athlètes font preuve de bon sens, Ouais. j'espère, la plupart. Normalement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des suivis qui peuvent ne pas forcément... Enfin, il y a des pratiques qui peuvent être suivies, mais pas être bonnes quand même. D'accord. Donc l'athlète, c'est lui le chef. Voilà, être attentif à ses Faire preuve de sensations, bon sens. à son retour au physique. Donc ça s'appelle comment, tu m'as dit? Le train gut. Tringut. Train gut, ouais, pardon. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez déjà commencer à faire quelques recherches. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, besoin de liens, à nous les poser là dans le fil commentaire. Hein, clairement, avec Mickaël et avec tous nos invités, on va y répondre après, voilà, le plus précisément possible, voilà, pour vous donner les petits accompagnements qui vont bien. Hugues, ton prochain défi, donc, c'est plus de 2000 km. C'est ça, ouais. Tu vises quoi là? Tu tournes avec humilité ou pour le finir, ou tu as quand même une petite envie de victoire derrière? Il y a plusieurs choses. Oui, dans l'absolu, j'ai envie de finir. Et puis voilà, si je peux essayer d'être un petit peu à l'avant, ce sera avec grand plaisir. Mais bon, en fait, tu ne peux pas trop prévoir parce que tu prends un coup de chaud, tu prends du vent, tu prends une fringale, tu ne sais jamais ce qui peut arriver, quoi. D'accord. Écoute, en tout cas, on va te suivre. Ça sera sur la RAF. Yes. C'est dans quelques jours. Vous pouvez également suivre Hugues lors de cette course. En tout cas, merci pour ton retour. Je ne sais pas si ça donne envie ou si ça fait un petit peu peur. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que oui, on va vivre plein d'émotions. On va passer par plein de moments Ouais, tout à fait. bons et mauvais. Faut garder sa motivation, ce pourquoi on est venu finalement pour aller au bout de soi et de l'épreuve. On va passer maintenant à la dernière partie de l'émission. La dernière partie de l'émission, c'est l'instant roue libre. On va revenir sur toutes les questions qui fâchent et celles que vous nous avez posées. Alors, dans l'instant roue libre, on pose les questions qui fâchent, les questions que vous posez, que vous nous avez posées, et celles qui ne réjouiront pas tout le monde. La première question, et là je m'adresse un petit peu à tout le monde, hein, de par l'expérience que vous avez vue, les participants ou les gens de la patientèle, est-ce que ce type d'épreuve peut être sérieusement envisageable pour quelqu'un qui a une IMC un peu importante, qui est un petit peu gros, hein, voilà, je l'ai dit, ne me jetez pas des pierres tout de suite, mais voilà, est-ce que c'est quand même envisageable ou est-ce qu'il faut vraiment être affûté comme un athlète? C'est une des magies du vélo, hein. Ouais. C'est un sport porté, Ouais. contrairement à la course à pied et à la natation. Je pense que c'est un des avantages du vélo, c'est clairement là, en tout cas dans l'univers de l'ultra, où tu peux commencer, ça n'a pas la technicité de la natation, ça n'a pas le choc et les contraintes physiques et physiologiques de la course à pied. Et après, c'est une question de gestion, quoi. De rythme, de gestion. Moi, Donc pour toi, c'est j'en ai vu en envisageable. plus sur Et le t'en Bikeman, as, ouais. Ouais, j'en ai sur le Bikeman, bien sûr, ouais. Et ils vont au bout? Et ils vont au bout. Ouais, donc Ils vont c'est- au bout, ils se surprennent. Après, d'ailleurs, ils changent parfois complètement de physiologie. On les revoit sur les épreuves plus tard. Ils ont perdu 20 kilos, 30 kilos. Ouais, parce que je pense après avec l'entraînement, du coup, par la force des choses, bien manger, s'entraîner, peut-être que les physiques vont changer. Tout à fait. C'est un atout. Oui, c'est un inconvénient parce qu'il y a des cols à monter, certes. Ça peut être un atout en course, que tu parlais de réserve énergétique, qu'il y avait le glycogène et puis il y avait aussi la masse grasse dans laquelle on allait piocher. Alors là, je pense pas. Non? Là, c'est du poids à porter. Les réserves de graisse, pour les utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, on réduit la puissance, hein, clairement. Là, non. Non, c'est pas. Donc tu le conseilles pas? Ouais. Sur vraiment des voyages ou sur du très très long, sur peut-être plusieurs semaines ou presque plusieurs mois, quoi. Je pense comme Axel que c'est réalisable, ouais. D'accord, donc ne vous fixez pas cette limite, vous pouvez déjà vous inscrire, mais voilà, c'est quelque chose qui est réalisable. Après, oui, pas le plus facile, visiblement, mais tout à fait envisageable. Toi, tu as vu tout type de concurrents aussi Et puis la différence est moins impactante que sur des courses plus classiques. Ouais. Moi, j'ai une IMC quand même qui est plus importante que je ne suis pas affûté comme une lame.
Et pour autant, Sur la distance, ça- en fait, l'écart se gomme par rapport à des courses, FFC où c'est des mathématiques en fait en fonction de Le on a rapport plus- poids-puissance, très quoi, clairement. globalement. Sur l'ultra-distance, on avait une autre question. Et là, je vais vous demander un petit peu vos conseils, surtout aux deux participants et pratiquants et organisateurs. Si vous aviez 3 choses les plus importantes à emporter avec soi, donc pour un ultra, c'est quoi? Si, cela dit, si tu as aussi des idées, Les 3 choses les plus importantes. Ouais. Voilà, c'est dur hein, de moi, la limiter à première, 3. je dirais de savoir à qui tu pars. Ouais. C'est-à-dire au-delà du matos, au-delà de la nutrition, c'est savoir à qui tu vas emmener dans tes sacoches. Parce qu'il y a souvent une personne. Mhm. Et des fois, pour les néophytes d'ailleurs, elle apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire Ouais. que tu penses en fait souvent à des personnes, et des fois il y a des personnes qui arrivent pour t'aider. Ça peut être une personne disparue, ça peut être ta femme, ça peut être ton copain. C'est important de l'identifier parce que ça peut être D'accord. une ressource. Mhm. Ça, je dirais que c'est vraiment la première chose. La deuxième, c'est de prendre sa trousse à outils. Oui. Pas la Ok. trousse à outils mécanique, hein, pas le matos. La trousse à outils de tes ressources, c'est-à-dire de te souvenir en fait d'épisodes que tu as pu vivre dans ta vie difficiles, Ouais. que tu vas pouvoir utiliser dans des moments où tu es vraiment dans le dur. En te disant, là j'ai vécu ça avant, c'était quand même plus dur. Pour pouvoir relativiser face à l'effort que tu vas avoir devant toi. Ok. Moi, c'est une technique que j'utilise. hein. Ouais, C'est-à-dire mais que c'est très cette bon. trousse c'est à très outils-là, bon. elle n'est pas mécanique, elle est vraiment, tiens, j'ai vécu à cet endroit-là, j'ai fait ça. Et ça peut être des expériences de vie, pas forcément des expériences de vélo, qui vont te donner des ressources en disant, au final, c'est qu'une course de vélo. Et t'as- Je suis juste en train de faire du vélo, entre guillemets, ça permet de relativiser, de faire redescendre la pression. Du coup, ça consomme différemment au niveau alimentaire, il se passe quelque chose, mais mécaniquement, le corps se switch un petit peu. Et tu as un outil technique J'ai dans ton listing de 3 Ouais, ça, je ou dirais même que pas c'est plutôt. C'est pareil, ça va être un outil personnel, ça va être comme une amulette, quelque chose que tu vas transporter, qui va te permettre. gris-gris, un petit Ouais, porte-bonheur. moi, je vois un des petit- fois des portraits de gamins, du gosse du père ou du gosse de la maman qui participe, qui est accroché sur le vélo. Là encore, pour aller plus loin, quoi. Ouais. Ou Tout ça ce que peut tu nous être, décris, finalement, je- c'est des outils qui forgent le mental, ou en tout cas qui l'aident et qui l'accompagnent, quoi. C'est des artifices. Mais ça peut être l'étape, kilomètre 10, tant de dénive, kilomètre 200, tant de dénive. Il y a des gens aussi qui se font la Hugues, roadmap toi, tu pour se confirmes, rassurer en fait, de ce qu'il y a devant. Quoi. Ouais, Dans moi- ces 3 choses, ça serait ça aussi Moi, les 3 choses, ce sera à peu près la même chose, mais globalement, je rajouterais savoir pourquoi j'y vais. Pourquoi j'y vais. Pas forcément, en tout cas, savoir pourquoi j'y vais pour moi, en fait. Pas forcément, peut-être que je sais pas pourquoi j'y vais, mais en tout cas, je le fais pas forcément pour les autres, quoi. Je le fais pas parce que c'est la classe, ou je le fais pas parce que les gens trouvent ça fou. Donc, il y aura ça, puis je rajouterai ma petite barbaou que je garde avec moi tout le temps. C'est pour les coups durs. C'est ton Pour les petit coups moment de durs, plaisir c'est ça. aussi. Survie. Tout à fait. Allez, dernière question. On est sur un sport d'endurance extrême. Est-ce que, ça a été la question de quelques-uns, est-ce que ça ne génère pas des risques qui sont multiples? Ça peut être de l'anorexie jusqu'à la dépendance. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive derrière de ces formats ultra? Déjà, il y a quelque chose qu'il faut clarifier, c'est qu'on est quand même sur la route, et route non fermée par rapport aux coureurs du Tour, c'est qu'il y a toujours des voitures, quoi. Donc ça peut être un danger dans la mesure où quand tu descends le Galibier à 4h du matin sous la pluie et que tu as dormi 2 heures, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent te mettre en danger. Je reprends Michael, le créateur de la Transcontinental Race, qui malheureusement est décédé des suites d'un accident de voiture sur une course d'ultra. Donc il y a toujours ce danger. Et puis sur la dépendance, je pense qu'on est tous un peu victimes de ça, à mon avis. Oui. Donc tu confirmes? Ouais, je Ouais, quand confirme. même. Michael, toi, au niveau du côté la dérive vers l'anorexie, par exemple, quelqu'un qui l'a fait avec, on en parlait tout à l'heure, une IMC un peu importante, qui se dit bon, le prochain, je m'affûte. Il n'y a pas un risque d'aller trop loin, Ouais, justement? si, on doit être attentif à ça Ouais, quand dans même. toutes nos consultations, mais encore plus dans le sport, je pense. On en est conscient, mais c'est sous-estimé et pas très bien pris en charge, à mon sens. D'accord. L'IMC, l'IMC n'est pas représentatif chez le sportif. Moi, je suis en surpoids. A priori, je ne pense Oui. pas que ce soit le On n'a cas. pas l'impression, hein, vraiment. Voilà, c'est ce que disait Hugues tout à l'heure, je pense que ça, c'est un chiffre vraiment pas très exploitable. Par contre, des comportements, des rations caloriques un petit peu trop basses Toujours par trop rapport aux faibles. besoins, Mhm. maintenues trop basses,
des calculs de calories dépensées, calories ingérées. C'est plutôt une attitude, un comportement qui doit interpeller. Et ça peut être vraiment une dérive de ce type de format, les formats marathon, les formats ultra. Ouais, tu le vois? On le voit dans tous les sports, mais on le voit aussi là. On parlait de certaines croyances avec les graisses. C'est quelque chose, on ne doit pas manger gras, on doit peser moins lourd. J'ai des patients qui viennent 3 semaines avant la Saint-Élion pour perdre 6 kilos. À 3 Pour semaines de peser moins l'épreuve. lourd, c'est pas bon. Bah oui. Ils risquent surtout de ne pas être S'épuiser. performants. Donc là, on est dans des dérives qui sont possibles, qu'il faut arriver à repérer, à interpréter et ne pas hésiter à discuter si on peut avec l'entourage ou des coachs ou d'autres professions. Toi, Axel, du coup, la dépendance, tu la vois parce que tu en as qui se réinscrivent tous les ans, en fait. Je sais pas si c'est une dépendance. Moi là-dessus, je prendrais vraiment de la distance. Et j'ai un adage que j'utilise souvent, c'est les exploits d'hier. Les exploits d'aujourd'hui, pardon, c'est le quotidien d'hier. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte de vie en tant que société occidentale où on essaye d'immobiliser les gens de plus en plus par tout un tas de conforts, les trottinettes électriques, les vélos électriques, ainsi de suite. C'est la notion de l'effort on essaie de la faire disparaître. Alors qu'au final, si on se souvient 50 ans en arrière, pas très loin de l'ambassade, comment vivaient les gens dans le Vercors, quand tu discutes, moi j'ai la chance de connaître des amis, de voir comment ils vivaient, mais c'était des conditions où il fallait qu'ils marchent pendant 10 km pour aller à l'école. Et la notion d'effort était vraiment intégrée à la vie. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, l'ultra-distance, le mot ultra, ça peut faire peur, mais au final, ce qu'on fait, il faut le remettre quand même dans le contexte. Le Tour de France l'a fait il y a 120 ans. Il y a des voyageurs à vélo qui le faisaient même en 1890 et 1880, les premiers tours du monde à vélo, avec des vélos qui étaient chargés de 50 kg de matos. Et c'était des gens qui avaient à la fois pas la technique qu'on a, la nutrition, mais voilà, ils étaient déjà dans cette démarche de se déplacer. Et l'effort, c'est un peu se sentir vivant, non? De toute façon. Ouais, et puis on a été nomade pendant 7 millions d'années, versus 10 000 ans de sédentarité. Donc on a plus d'histoire avec le nomadisme et le fait d'utiliser notre corps comme énergie que de sédentarité, il faut s'en souvenir. Et je pense que l'ultra, c'est un moyen de s'en souvenir. Eh bien, ça sera notre conclusion, le mot de la fin. J'espère que ça vous a donné envie. J'espère que ça a ôté des doutes pour certains d'entre vous qui sont déjà inscrits ou qui vont s'inscrire. En tout cas, on était ravis de partager ce moment tous ensemble et avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et également, n'hésitez pas à nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci, messieurs. Merci à vous tous pour ce partage d'expérience. Et merci à vous et au prochain numéro.